Alors, on a évoqué les salles des fêtes, les salles de concert, mais il y a aussi l'organisation des festivals pour les élus que nous sommes. Lucas, vous dirigez Normandie Musiques Actuelles. Pouvez-vous nous parler de votre travail et de, comment dirais-je, la façon dont vous prenez en question cette question du sonore et des enjeux autour du sonore pour la jeunesse, notamment plus fréquente dans les salles concernées en réalité? Avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, moi, je dirige une structure de droit privé associatif qui s'appelle Normandie Musique Actuelle Norma, qui a été créée il y a 2 ans. Donc, on est assez jeune, mais on a une histoire un peu plus longue. Cette structure, elle réunit à peu près un peu plus de 110 structures sur les 5 départements de notre belle région, qui représentent la diversité de ce secteur, de cette filière des musiques actuelles. Donc, aussi bien des festivals, puisqu'on en parle, de toutes les tailles, des très grands comme des plus petits, des salles de musique actuelle. On a le directeur du 106 ici présent, qu'on peut saluer ici, donc c'est SMAC de notre territoire, mais aussi des producteurs, des personnes qui travaillent le phono, l'édition, des développeurs d'artistes, des managers, bref, l'intégralité de cette chaîne de valeur qui fait évidemment économie aussi sur notre territoire. Et il se trouve que notre structure, elle réunit aussi, et c'est important, l'État et la région. Et donc c'est le cœur de cette thématique aujourd'hui, ce sont les politiques publiques face au son. On parle de bruit, de son, et je trouvais important d'en faire une transition, c'était de dire à quel point les acteurs, cette filière, avaient très tôt évidemment identifié cette problématique, évidemment des questions de transformation des usages que vous venez de citer, évidemment, avec peut-être un côté alarmiste, mais je pense qu'on n'en est plus là. Maintenant, c'est une réalité. On sait que les publics, les plus jeunes générations, et aujourd'hui les gens comme moi j'écoute une dizaine d'heures de son par jour dans ces fameuses oreillettes. J'en suis peut-être le principal coupable. Bref, peu importe. En tout cas, on s'est très tôt penché sur cette question. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir rapidement une dizaine de minutes sur gérer le son dans le cadre des activités culturelles, principalement aussi dans la musique. Je vais vous, si ça vous convient, présenter les choses en 3 temps. D'abord, revenir sur cette question de diversité, puisque pour moi, ça amène la question de la vitalité et des droits culturels. La question de la gestion, qui est aujourd'hui encadrée, réglementée. Alors, j'espère ne pas déborder sur vos plates-bandes derrière Monsieur Lebouard. Et évidemment, la question de la pédagogie du son, de la gestion sonore et des bonnes pratiques. Alors quand on touche la diversité, c'est redire à quel point les disciplines culturelles sont vastes. On parle des musiques, de toutes les musiques évidemment, mais on pourrait évidemment citer le chant théâtral, la danse, le cirque, les arts de la rue, qui sont évidemment le cinéma, l'image animée, qui sont tous confrontés, on a parlé de musique à l'image, à cette question du son, c'est évident. Et puis au-delà, la question, on va dire, des pratiques, de la façon dont on produit la culture. On peut être évidemment créateur, musicien, musicienne, mais on pense évidemment à l'enseignement, à la pédagogie, peut-être au-delà des 1%, à toutes ces personnes qui pratiquent la musique de façon amateur, à leur rythme, et puis qui peuvent être tout de même confrontées à la question du son dès leur plus jeune âge. On pourrait parler évidemment de la compression à d'autres endroits, puisque ce qui est intéressant dans cette diversité de la création culturelle, c'est qu'aujourd'hui nos créateurs, et donc évidemment dans le sens des droits culturels, se réapproprient cette question de la compression, et qui devient peut-être parfois une esthétique à part entière et un champ de création à part entière. On pourrait en débattre évidemment avec les phénomènes de bedroom music, ce qu'il existe aux États-Unis maintenant depuis 20 ou 30 ans, et qui a été largement théorisé, et qui pose question sur la liberté de création et la pratique culturelle elle-même, avec ce que je pourrais dire ici, c'est cette tension qui existe entre cette liberté culturelle et les contraintes qu'on va avoir. On parlait de l'espace public, vous avez cité, M. Gonnet, quelque chose de très intéressant en disant à quoi sert une place. Et moi, j'avais noté, pour préparer cette séquence, de dire que, évidemment, on touchait à l'espace public quelque part, puisque l'espace public, c'est l'espace démocratique par essence. Donc certains diront la place a toujours été, socialement, historiquement en France, l'espace d'expression et de bruit peut-être par essence. Donc la liberté culturelle contre les contraintes sécuritaires, sanitaires, on a parlé du Covid, contre cette tranquillité cherchée évidemment et qu'il faut prendre en compte par le voisinage. Ça pose la question du terracing, hein, ça a été vraiment réfléchi sociologiquement suite au Covid, le terracing contre évidemment, et c'est l'étude de l'IFOP qui a joué évidemment, ça c'est certain. Et à mettre comment dire, au regard de cette étude de l'IFOP de 22 qui dit que 21% des Français, évidemment, sont beaucoup plus sensibles à la question du bruit, voire intolérants, puisque c'est ce mot la question d'intolérance qui est montrée dans cette étude. Donc tout ça pour dire qu'on a une équation complexe entre le respect du propos artistique,
qui est vitale dans notre démocratie, en tout cas sur notre espace territorial, et la protection de l'audition des publics. Évidemment, on touche la santé et l'environnement. C'est important d'avoir le vice-président aussi et maire de la bâtie tout à l'heure. Donc ça pose la question de la maîtrise de nos impacts et de l'impact sonore, ce qui fera la transition avec cette deuxième partie qui est la gestion encadrée, évidemment, de plus en plus et réglementée du son. Alors on peut rappeler que le son, c'est pour nous, acteurs, actrices culturelles, plus qu'un support technique. C'est vital, c'est notre ADN, c'est la moelle de la façon de faire. On ne crée rien, ça a été bien dit en introduction, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais c'est cette matière première. Donc on a eu cette gestion progressive quand même dans la filière notamment à laquelle j'appartiens des musiques actuelles. Jean-Christophe, tu pourras en témoigner bien mieux que moi, mais entre les cafés-concerts des années 80-90 et aujourd'hui des SMAC de nouvelle génération qui sont réfléchis avec des programmistes, des acousticiens, on n'est plus du tout dans le même univers de gestion bâtimentaire et de projection évidemment entre santé et environnement. Donc ça c'est une progression, certes. Maintenant, donc au-delà de ces lieux plus adaptés, il y a un décret qui existe maintenant, le décret d'Isson depuis le 7 août 2017, et qui bénéficie maintenant d'un arrêté donc qui est sorti l'année dernière, du 23 avril 2023, et qui permet notamment à vous, élus locaux, maires principalement, de pouvoir avoir un cadre pour évidemment peut-être réaliser des études d'impact sonore, par exemple sur les salles des fêtes ou sur les lieux qui, je le rappelle, puisque c'est le cadre de cette loi, qui diffuse de la musique amplifiée dans le cadre d'un ERP. Donc ça c'est assez intéressant que vous disiez aussi, monsieur, tout à l'heure, qu'il y a des textes, encore faut-il les appliquer. On sait évidemment, et les dernières études des syndicats de branche auxquels nous appartenons montrent très bien que les collectivités et les mairesses en premier lieu n'ont pas les moyens, ne serait-ce que la connaissance. En gros, 80% des collectivités qui ont des festivals qui sont organisés par exemple sur leur collectivité n'ont pas forcément la connaissance du droit et de comment ils peuvent appliquer, ne serait-ce que ce travail avec des bureaux d'études acoustiques pour monter ces EINES qui sont rendus obligatoires par la loi. Et évidemment, vous le savez à quel point les discussions sont complexes, puisque ce décret, il touche la santé, le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, mais derrière le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur, puisque ce sont les préfectures qui doivent mettre en place ces applications. Vous êtes bien placé pour le savoir, j'imagine que vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'est la question je ne rentre pas dans ces détails techniques, de la fameuse émergence entre le bruit dit résiduel, le bruit qui existe tout le temps, de l'environnement, et puis le bruit de l'activité. Évidemment, quand on fait des travaux ou quand on fait un concert, par exemple, quand on organise un festival. Donc ça touche évidemment à cette gestion sonore et à la bonne pratique. Donc il y a le cadre légal, il y a surtout ce qu'on peut déjà faire toutes et tous, et qui va toucher la sensibilisation et la pédagogie. La première chose à dire, c'est qu'il y a l'importance, évidemment, technique, technologique, ce sont les systèmes de sonorisation, la façon de les utiliser. Il va de soi que dans cet hémicycle, on a un système de sonorisation, d'amplification, qui, j'imagine, a été conçu et adapté à ce nombre de places. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que les pratiques ont quand même évolué aujourd'hui. C'est vrai que Fabien, par exemple, je prends ton travail sur Rush ou le 106, bon, on a des professionnels qui vont en plus transmettre leur savoir-faire, je le cite ici parce que c'est le cas, en Normandie, avec d'autres professionnels, festivaliers, acteurs de salle, pour adapter, mieux faire, se former. La deuxième partie à noter, c'est la sensibilisation des publics au plus jeune âge. Je sais à quel point, évidemment, et en Normandie, on a un acteur qui n'est pas ici, parce que dans le cadre de cette semaine du son, il est à l'Opéra en ce moment, Stéphane Monnier au Calife, qui travaille avec vos services du ministère, de l'ARS, pour faire en sorte, évidemment, qu'on puisse sensibiliser les publics le plus tôt possible. Donc il existe en France des concerts pédagogiques, les fameux Peace and Love, qui touchent des dizaines de milliers de collégiens chaque année. Et on va évidemment évoquer avec eux la physiologie de l'oreille, la physique même du son à ce niveau d'âge de ces jeunes publics, jusqu'à aller évidemment aux bonnes pratiques, à comment on se protège et jusqu'où. On ne va pas interdire aux jeunes d'écouter de la musique, mais comment on écoute mieux la musique. La question évidemment de la source est également très importante.
Je citerai ici quand même des bons exemples, puisqu'ils sont ceux de nos territoires en Seine-Maritime ici. Je sais que vous avez fait l'intermédiation avec le docteur Maquet du CHU donc de Rouen, qui dirige évidemment les urgences ORL, pour faire en sorte que, notamment, je crois savoir qu'il y a un support de formation pour l'enseignement, les enseignants de l'éducation nationale, qui a été mis en place avec le rectorat. Donc vous voyez, ce sont des exemples sur des territoires courts qui montrent que les choses sont en place et commencent à évoluer, même si évidemment il faudrait aller beaucoup plus loin, puisqu'on sait que c'est un problème de santé publique. Enfin, pour finir ici, le travail auprès donc des riverains, puisqu'on sait que les festivals, c'était aussi l'objet de votre question, Catherine Morin-Desailly. On a des cas concrets. Aujourd'hui, on sait, ça a été cité à Paris, par exemple, sur le phénomène de terrasse, mais Marseille est un bon exemple. On a un festival qui a été confronté à une réunion, une association de 600 riverains qui s'est réunie pour montrer une forme de mécontentement, en tout cas, par rapport à ce diffuseur, ce festival. Eh bien, c'est une expérience assez intéressante, puisque le festival a travaillé avec la ville de Marseille, puisque c'est la collectivité qui est concernée, ses services d'hygiène, de sécurité, de santé publique, avec tous les syndicats réunis de nos branches, avec la FNCC, évidemment, essayant de réunir aussi les élus locaux, pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions. Et là, il y a quelques solutions assez basiques qui sont revenues un peu de cette expérience, qui a mis beaucoup de temps. Déjà, c'est peut-être basiquement réduire l'exploitation. On n'est plus obligé d'exploiter jusqu'à 4 h du matin, peut-être exploiter un peu moins. Donc il y a des festivals en France qui sont cet été en train de revoir les horaires d'exploitation. Ensuite, on peut mieux travailler avec les habitants, les habitantes. Moi, j'ai été directeur de festival. Bon, bah, tous les ans, je faisais ma réunion avec mes riverains et j'avais mis en place une gouvernance avec mes riverains et avec mes élus locaux pour faire en sorte qu'on fasse les choses très tôt et qu'on puisse le faire bien, pour faire en sorte qu'on dérange moins possible les gens et que ce soit connu, puisqu'on n'organisera jamais un événement musical sans faire de bruit, sans faire de musique. Ça, il faut aussi le reconnaître. C'était ce que monsieur le maire disait tout à l'heure. Bon, bah, il faut qu'il y ait un juste équilibre. Le fameux chant du coq ou le tracteur, bon, bah, c'est aussi quelque chose. Il faut comprendre, c'est un espèce de vivre ensemble qui doit exister. Enfin, il y a cette question vraiment technique qui est, et c'est, je pense, la place ici, le fait de mieux connaître la loi, le cadre légal, et ne serait-ce qu'anticiper une INS, une étude d'impact, c'est mieux la faire, mieux la comprendre, parce qu'on ne la fait pas pareil dans une salle fermée. Moi, je dirigeais des SMAC, c'était assez simple, entre guillemets, de faire une INS, faire cela sur un milieu ouvert, avec une météo, avec beaucoup de vent, avec évidemment des directivités différentes en fonction des systèmes et en fonction, vous avez un fleuve juste à côté, Rouen peut être cité, bah, évidemment les résultats seront très différents, vous en doutez bien, en termes de physique et d'acoustique. Voilà. Donc en conclusion de cette petite intervention culturelle, je dirais que la gestion du son, évidemment, c'est un juste équilibre qui est délicat entre l'expression artistique, les droits culturels, la façon de vivre avec la culture au quotidien, il faut aussi évidemment le dire, et bien entendu les questions de santé et d'environnement qui, j'espère en tout cas, permettront de faire avancer notre situation qui, dans un contexte, on va dire, réglementaire et légal, est encore un peu bloqué évidemment, et donc on peut en appeler aux législateurs et à nos élus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas. Donc,